Une différence fondamentale entre la vision et les autres sens. En général, on les rapproche et en effet, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Vous le verrez, déjà vous l'avez vu, entre l'audition et le toucher, il y a des choses qui ressemblent. Par exemple, la notion de champ récepteur, c'est une chose sur laquelle je vais revenir dans 2 ou 3 transparents et vous l'avez déjà vu dans le laïus de Georges. Mais il y a une différence qui est qu'il y a une machine dans la vision qui est à l'extérieur du cerveau, et cette machine est votre rétine. Pour les autres sens, comme vous l'avez vu, par exemple les cellules ciliées, il y a une synapse ici, et après, l'information est directement envoyée dans votre cerveau, et tout le traitement se passe dans le cerveau, à part le traitement dans cette première cellule. Idem pour le toucher, c'est la même chose pour l'odorat, tandis que pour la vision, c'est très différent. Vous avez toute une machine qui est à l'extérieur du cerveau et qui est dans votre œil, qui est la rétine. Et en fait, c'est vraiment un morceau de cerveau, parce que la rétine a grandi de votre cerveau. Quand vous étiez un embryon, il y a un morceau de cerveau qui s'est avancé vers votre œil et qui est devenu la rétine. Donc vous avez 3 cerveaux, si vous voulez. Le vrai, et 2 rétines. L'autre différence, c'est que, par exemple, pour l'odorat, vous avez 1000 types de récepteurs différents dans le nez. Vous l'avez vu dans le laïus de Pascal, vous avez toute une gamme de cellules ciliées qui correspondent à des fréquences différentes, alors que pour la vision, vous n'avez que 1, 2, 3, 4 peut-être types de récepteurs différents, qui sont les premières cellules, les cellules qui font l'interface entre vous et le monde visuel, mais vous avez une machine qui après analyse l'information un peu grossière venant de ces cellules. Donc c'est fait un peu différemment que les autres sens. Donc la rétine, comme vous le savez tous, est cette couche à l'arrière de votre cerveau, et elle est faite en gros de 3 sous-couches. Très grossièrement parlant, il y a une première sous-couche qui sont les cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes, qui convertissent la lumière en impulsion nerveuse, en signaux électriques. Ensuite, vous avez une deuxième couche, les cellules bipolaires, et une troisième couche, les cellules ganglionnaires, qui sont là schématisées en mauve, et qui envoient l'information, elles, au cerveau. Maintenant, en plus, vous avez ces cellules jaunes et marron ici, qui ressemblent un peu à des pieuvres sur ce dessin. Et ça, c'est des cellules qu'on appelle les cellules horizontales et les cellules amacrines. Et en quoi est-ce qu'elles sont différentes? C'est que les autres cellules tendent à exciter les cellules ganglionnaires, tandis que les cellules amacrines tendent à inhiber les cellules ganglionnaires. Okay. Alors pourquoi aussi, mis à part le fait que la rétine est plus simple que le cerveau, pourquoi étudier la rétine? C'est qu'elle est très utile expérimentalement. Ce qu'on fait, c'est qu'on la sort de l'animal, okay, on l'extrait. Donc elle est là, et on lui montre un film, on lui montre un certain stimulus lumineux, et on mesure ce qui sort, un petit peu comme dans l'image de Georges où vous mesuriez ce qui sort du nerf, et donc vous avez exactement la réponse de la rétine, vous pouvez mesurer la réponse de la rétine au stimulus que vous contrôlez. Et de cette réponse, vous devez deviner quel était le stimulus, qui est exactement ce que fait votre cerveau. Donc le cerveau n'a aucune idée de quel était le stimulus, tout ce qu'il voit, c'est cette réponse de la rétine qui lui est envoyée, et doit deviner quel était le stimulus, le monde visuel. Et donc nous, en tant que scientifiques ou expérimentateurs, quand on regarde cette réponse et qu'on essaye de deviner le lien entre cette réponse et le stimulus, on fait exactement ce que fait le cerveau, beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est la façon dont c'est fait. Vous avez un moniteur qui focalise des trucs, la lumière sur un prisme, qui l'envoie sur la rétine. Puis en vrai, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et ensuite, cette rétine est posée sur une série d'électrodes. Et ces électrodes, chacune mesure l'activité de 1 ou 2 cellules. Et donc là, vous voyez, donc là, c'est une photo vue d'en bas, où vous voyez les électrodes qui sont ces trucs noirs. Et les boules vertes qui sont les corps cellulaires, qui sont les cellules ganglionnaires, et les traits verts, l'espèce de tube vert, qui sont les nerfs, donc les axones de ces cellules ganglionnaires. Maintenant, rien n'empêche de faire la même chose dans le cerveau, et je vous montre je ne vais pas en parler, mais je vous montre cette photo juste parce que je la trouve tellement jolie. Donc vous pouvez aussi simplement mettre une électrode dans le cerveau et mesurer la réponse de cette cellule quand vous montrez des stimuli visuels. Simplement, avec la rétine, c'est très simple de mesurer beaucoup de cellules en même temps. Donc, on a en 1 heure d'expérience ou en 1 journée d'expérience, on a l'équivalent d'1 an d'expérience ou de plusieurs mois d'expérience qu'on ferait avec une seule électrode dans le cerveau. Si vous voulez, la première façon dont le cerveau traite le monde visuel, c'est en effet par ce mécanisme du champ récepteur. Alors,
c'est exactement le même champ récepteur dont parlait Georges. Donc c'est simplement le champ récepteur d'une cellule, c'est une région de l'espace à laquelle la cellule est sensible. Et donc si je projette de la lumière dans cette région, ça va influencer cette cellule. Alors ce qu'on remarque, c'est que si j'illumine le centre d'un champ récepteur, la réponse de la cellule ganglionnaire va être nette mais modérée. En revanche, si j'illumine la frange du champ récepteur, là, je ne vais pas avoir une réponse positive, mais en quelque sorte, je vais avoir une réponse négative. Si vous voulez, l'activité de la cellule ganglionnaire va diminuer. Okay, elle va être inhibée. Si j'illumine l'ensemble du champ récepteur, il n'y aura presque rien. Et si j'illumine le centre du champ récepteur et je noircis ou je mets la frange du champ récepteur dans l'obscurité, à ce moment-là, je vois la réponse la plus grande. Okay. Et donc, dans la plus élémentaire réponse d'une cellule ganglionnaire, il y a quand même une certaine structure, et cette structure, c'est ce qu'on appelle center surround, parce que c'est comme si on avait un centre qui donnait une force positive et un surround qui donne une force négative, et la réponse est un peu la somme des deux. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe? C'est très facile à voir. Si... Mettons que je projette de la lumière sur le centre du champ récepteur, donc ici, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je vais exciter un photorécepteur. Ensuite, le photorécepteur, à son tour, excite une cellule bipolaire. Et la cellule bipolaire, ensuite, excite la cellule ganglionnaire qui envoie donc sa réponse au cerveau. Maintenant, si, en revanche, j'illumine le bord, la frange de la cellule du champ récepteur, donc j'illumine la cellule ganglionnaire, mais un peu plus loin que pile sur elle, si vous voulez. Je vais de nouveau exciter le photorécepteur et à son tour exciter la cellule bipolaire. Mais la cellule bipolaire, avant d'exciter une cellule ganglionnaire, elle va exciter une de ces cellules amacrines. Et les cellules amacrines, comme je vous ai dit, elles n'excitent pas la cellule ganglionnaire, mais en revanche, elle va l'inhiber. Okay. Ce qui fait que, donc ça c'est une vue de haut de la même chose, ce qui fait que si par exemple j'approche une barre lumineuse ou un point lumineux latéralement comme ça, ce que je vais voir d'abord, ça va être une suppression de la réponse de la cellule ganglionnaire ici, et ça c'est quand ma barre sera ici, et donc elle excitera principalement les cellules amacrines qui vont inhiber les cellules ganglionnaires. Et après, quand je passe pile sur la cellule ganglionnaire, paf, j'ai un pic de la réponse, de nouveau une suppression quand ma barre est là, et après je reviens à une espèce de baseline. Alors, avant de voir pourquoi, on peut voir déjà que ça explique un certain nombre d'illusions du type de celle que vous a montré Monsieur Lenné. Donc là, c'est un exemple, c'est une variante. Il y a vous voyez un damier, mais le damier est superposé avec un dégradé de lumière. Donc l'intensité lumineuse est plus haute à gauche et plus basse à droite. Et ça, par exemple, si cette ligne rouge représente l'intensité lumineuse le long de cette ligne, si je coupe le damier ici. Okay. Ce qui fait que ce damier-ci a exactement la même intensité lumineuse que celui-là. Il est à la même hauteur là et là. Mais en fait, vous le voyez beaucoup plus foncé que ce damier. Okay. Et donc ça peut être expliqué par ce qu'on vient de voir sur les champs récepteurs. Parce que si... ce que vous percevez ici de ce damier, ce n'est pas que ce damier, mais c'est ce damier comparé à ce qui se passe dehors. Et ce qui est dehors est très clair. Donc par comparaison, ce damier vous apparaîtra comme foncé. Et vice-versa, ce damier compare l'intérieur, plutôt cette cellule ganglionnaire compare l'intérieur, donc ce damier, avec les damiers dehors qui sont foncés. Et donc par comparaison, celui-là apparaît clair. Donc là, vous êtes tous en train de regarder ce truc et vous dire que ce mec est en train de nous couillonner, ils sont de couleurs différentes, etc. Mais pas du tout, parce que si maintenant je couvre les franges du champ récepteur, vous voyez qu'ils sont exactement de la même couleur. Et, mais comme vos rétines sont un peu stupides, si j'enlève ça, vous les verrez de nouveau de couleurs différentes. Et donc, je pense que c'est ça que Delacroix avait en tête quand il disait que donnez-moi de la boue de la rue et j'en ferai de la chair la plus délicieuse. Et que vraiment, il pensait à ces Center Surround Receptive Fields. Donc un autre exemple, historiquement, le premier exemple de ce type d'illusion était les bandes de Mach. Et les bandes de Mach sont... vous voyez cette ligne blanche que vous voyez là, c'est ça la bande de Mach. Donc là, vous avez une situation où vous avez une intensité constante jusqu'ici, après un dégradé linéaire vers le bas, et de nouveau une intensité constante. Mais plutôt que de voir plat, linéaire, plat, ce que vous voyez en fait, c'est que vous voyez un pic ici, et vous voyez un creux ici.
Et ce pic se traduit par cette ligne blanche que vous voyez là et qui est totalement illusoire. Mais vous la voyez parce qu'ici, vous commencez à comparer avec ce qui est à côté. Comme ce qui est à côté est foncé, par comparaison, ça vous paraît plus clair. Et un exemple de ça, c'est l'horizon. Vous voyez toujours une ligne blanche au-dessus de l'horizon. Eh bien, c'est une bande de Mach. Maintenant, ce Mach, c'est le même Mach, ou Mach, Ernest Mach, qui avait influencé Einstein sur ses idées sur la relativité. Et le point est en train non pas de vous transmettre une information absolue, mais il vous transmet une comparaison entre un point et ce qu'il y a d'à côté. Donc c'est une espèce de prédiction que fait la cellule ganglionière, que fait la rétine, et vous donne une réponse, vous signale s'il y a un changement. Donc pour répondre à ta question, c'est tant qu'il n'y a pas de changement, la cellule ne fait rien. Mais quand il y a un changement dans l'espace, la cellule te le signale. Et c'est comme une espèce de première étape dans laquelle on élimine les informations inutiles, qui sont que tout est uniforme, ce n'est pas très intéressant, et on collecte simplement les informations qui semblent plus utiles, et donc les cités. Alors, ce qui est totalement invraisemblable avec ce mec, c'est qu'il n'y avait aucune mesure physiologique à l'époque de Mach. Okay, et donc, ce type a remarqué ces illusions et s'est dit, eh bien, les champs récepteurs des cellules doivent avoir une structure center-surround. Donc, je sais pas, pour moi, c'est un leap de l'imagination que ce type a fait. Donc, je pense que vous êtes d'accord que ça demande une concentration énorme. Je pense que c'est pour ça que, sur pas mal de photos, il a les poings complètement serrés, comme ça. Et il est en train de réfléchir de façon très forte. Mais bon, ça paye parce qu'il a eu, finalement, il a eu son timbre. Bon. Donc là, on voit un peu la structure de la vision dans la rétine. Et est-ce qu'on peut extrapoler, est-ce qu'on peut aller plus loin et se demander si le cerveau a un petit peu la même structure. Donc, quels sont les champs récepteurs dans V1 ? Donc, rappelez-vous, donc, la lumière est le signal nerveux est envoyé de la rétine au thalamus. Et dans le thalamus, les champs récepteurs ont plus ou moins la même structure que dans la rétine. Et ensuite, du thalamus sont envoyés à V1. Donc, quels sont les champs récepteurs dans V1 ? Eh bien, c'est très intéressant, c'est différent de ce qui se passe dans la rétine. Parce que beaucoup de cellules qui sont dans V1, oui, ça c'est une cellule de V1, reçoivent des afférents, donc reçoivent de l'information, non pas de cellules aléatoirement disposées dans le thalamus ou dans la rétine, mais de cellules qui sont alignées. Ce qui fait que ces cellules de V1 seront beaucoup plus sensibles à une barre lumineuse et surtout à une barre orientée le long de cet alignement. Okay ? Ce qui fait que si je mesure, par exemple, là c'est un exemple d'une cellule dans V1, donc cette cellule-là répond très bien à une barre lumineuse qui lui est présentée avec cette orientation, il y a beaucoup de réponses. Elle répond un peu moins bien à une barre qui a un angle légèrement différent, elle répond presque pas à une barre qui a 45 degrés de différence. Et donc, si ce tableau résume, si vous voulez, la réponse de la cellule à des barres à différentes orientations, elle répond le mieux à une orientation donnée qui est arbitrairement définie ici comme étant 0, et elle répond beaucoup moins bien ou pas du tout quand on s'écarte de cette orientation. À quelque chose d'amorphe, qui n'a pas de structure, mais quand on va dans le cortex, on commence à avoir de la structure, et les cellules corticales sont sensibles, eux, à des barres, et donc ont des champs récepteurs qui sont en effet allongés. Et donc, on se dirait, c'est le début de la création d'une image, n'est-ce pas ? Parce que si je complique un petit peu, maintenant, je ferai des T et des L et je commence à avoir des formes. Et donc, peut-être que ce qui se passe, c'est que ça se spécialise quand je monte dans le cortex et que je vais vers des images de plus en plus complexes. Et en effet, alors, on connaît très mal la façon dont ça se spécialise. Mais on a en effet trouvé des cellules qui répondent à des images, complexes. Par exemple, on a trouvé des cellules qui peuvent répondre très spécifiquement à des visages et qui arrivent à reconnaître, par exemple, à distinguer le visage d'un physicien de gens qui ont l'air plus normaux, par exemple. Parce qu'il n'y a pas que la reconnaissance d'images, il y a aussi la reconnaissance d'autres formes, comme les mains. Donc ça, c'est une cellule dans le cerveau d'un singe qui reconnaît des mains. Donc vous voyez, elle répond à une main de face, de dos. Elle répond moins quand la main est dans une moufle. Elle ne répond pas du tout à un visage, elle répond quasiment pas à une main qui a une gueule de peigne, et elle répond à des mains dans des orientations différentes, donc vraiment elle est en train de répondre à une main. Il y a des cellules aussi qu'on a trouvées dans le singe qui répondent à des visages, mais à des visages qui ont des orientations particulières. Donc cette cellule répond à un visage de profil. Okay ? Donc c'est un peu l'équivalent de la barre, si vous voulez, mais maintenant c'est tout un visage.
tandis que cette cellule ne répond pas à un visage de face, elle répond très bien à un visage de profil, un peu à un visage de 3/4, et elle ne répond pas, c'est ça qui est marrant, elle répond très mal, par exemple, à un visage qui est de face, mais qui a une espèce de goitre, comme si elle était de profil. Okay. Et donc c'est vraiment un peu comme la barre, on peut faire une courbe qui résume ça, et on dit, voilà, cette cellule répond bien à une certaine orientation de visage, et pas dans des orientations différentes. Une cellule encore plus balèze, et donc il y a une cellule qui a été trouvée dans des patients épileptiques qui répond à Jennifer Aniston, par exemple. Donc là, on a pris un patient épileptique, on lui a mis une électrode dans l'hippocampe, et c'est très sérieux, c'est pas du tout une blague. Et on a montré toute une série de photos de bâtiments et aussi d'actrices, par exemple Julia Roberts. Et cette cellule répondait très systématiquement à Jennifer Aniston, mais répondait pas du tout aux autres actrices. Eh bien, vous pensiez que ça, c'était le maximum de la balésitude d'une cellule? Eh bien non. Donc, il y a une cellule encore plus incroyable dans cette même série de patients qui non seulement répond à Halle Berry, mais elle répond à des dessins de Halle Berry, et elle répond au mot Halle Berry. Okay, donc c'est une cellule qui non seulement reconnaît Halle Berry, mais elle va jusqu'à un niveau d'abstraction de reconnaître le nom de Halle Berry. Et on a des cellules élémentaires qui récoltent des points lumineux, après des cellules un peu plus compliquées qui récoltent des traits, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse des choses très complexes et même des objets abstraits. Mais j'ai l'impression, je pense que c'est vraiment une vision très fausse et très naïve de la vision, et je vais essayer de vous dire pourquoi je pense que c'est si naïf. Maintenant, là, on entre vraiment dans la recherche d'aujourd'hui, donc dans ce qui est fait ces années, au XXIe siècle, et donc je ne vais pas être très détaillé, mais je vais faire plutôt un espèce de survol. Et donc, ce que je vais faire, c'est d'abord donner quelques exemples de ce qui se passe à un niveau très élémentaire et déjà dans la rétine, et essayer de vous montrer que c'est excessivement sophistiqué déjà, que ce n'est pas juste récolter des points lumineux. Et ensuite, je vais essayer de survoler brièvement un petit peu quelles sont les questions qu'on peut poser pour le traitement de plus haut niveau, mais surtout d'essayer de vous montrer qu'on ne peut pas vraiment séparer le traitement de haut niveau et le traitement de bas niveau, que tout est un peu mélangé. Alors de nouveau, pour essayer de voir quelle est la complexité des phénomènes, des tâches accomplies par la vision à un niveau bas, regardons à la machine qui va nous donner de nouveau les clés de ce qui se passe. Et si on regarde de manière plus détaillée à la rétine, ce qu'on voit, c'est comme je vous l'avais dit, il n'y a que quelques types de photorécepteurs et quelques types de cellules horizontales, mais paf, il y a 10 ou 13 types de cellules bipolaires qui ont des formes un peu différentes et qui s'installent dans des couches différentes. Donc à l'intérieur des 3 ou 5 couches de la rétine, il y a des sous-couches très précises. Okay, et morphologiquement, elles sont différentes. Ensuite, les cellules amacrines, il y en a toute une zoologie, il y en a, je sais pas, une vingtaine, 20, 25. Idem pour les cellules ganglionnaires, il y en a de tailles très différentes. Et donc, si elles ont des morphologies si différentes, des aspects si différents, on suspecte qu'elles font des choses différentes, sinon elles auraient la même tronche. Et en effet, donc, par exemple, vous avez des cellules ganglionnaires qui sont petites et qui vous donnent une résolution très fine de l'espace. Donc ça correspond un petit peu au récepteur de Merkel chez George. Et vous avez des cellules ganglionnaires qui sont très larges et vous donnent et collectent l'information sur une région beaucoup plus large de l'espace. Encore une fois, comme les récepteurs plus profonds dans le cas de George. De manière encore plus folle, vous avez certaines cellules ganglionnaires qui répondent, comme on l'a dit, à la lumière au centre et à l'obscurité dans la frange, mais vous avez aussi l'inverse. Vous avez des cellules ganglionnaires qu'on appelle off qui répondent à l'obscurité et non pas à la lumière. Bon, tout ça c'est assez mild, mais vous avez des trucs encore plus fous. Donc dans la rétine, par exemple, vous avez des cellules qui sont sensibles non pas à la lumière, mais au mouvement. Et non seulement elles sont sensibles au mouvement, mais elles sont sensibles au mouvement dans une direction donnée. Donc il y a des cellules qui répondent si Marine court vers la droite, elles ne répondent pas si en revanche elle court vers la gauche. On les appelle les direction selective cells. Et tout ça dans votre rétine, hein, même avant que ça n'arrive à votre cerveau. Okay. On a découvert récemment qu'il y a des cellules on a découvert ça en collaboration avec un groupe en Suisse, le laboratoire de Boton-Roska au FMI, qui a des cellules qui, elles, reconnaissent les mouvements d'approche. Donc si vous avez un objet qui s'approche de vous, ces cellules vont donner une réponse, mais si un objet ou une personne se déplace latéralement, les cellules vont rester silencieuses.
Donc c'est pas mal si une jolie fille vous court après, mais ça devient encore plus important si vous êtes une souris et qu'il y a un chat qui vous court après. Et finalement, il y a des cellules aussi qui ont été découvertes il y a 2-3 ans, qui sont des cellules qui ne répondent pas du tout si l'ensemble visuel bouge. Okay, mais si vous avez un élément de la scène visuelle qui bouge de façon incohérente avec le reste, donc si vous avez un mouvement différentiel, à ce moment-là, elles se mettent à répondre. Okay, et donc tout ça se passe dans votre rétine déjà. Donc vous avez une espèce de vision très fragmentée dans votre rétine où certaines cellules répondent à un mouvement ici, d'autres cellules répondent à un point d'obscurité là. Et donc vous avez cette espèce d'ensemble de messages qui ont des sens différents, qui sont transmis au cerveau et qui sont regroupés par le cerveau en un message cohérent. Ensuite, autre source d'étonnement, c'est que tout ça se passe en mouvement. Comme de même que, vous l'a expliqué Georges, la perception tactile est quelque chose de très actif, vous bougez vos doigts pour pouvoir avoir une certaine information qui rentre dans votre cerveau. De même, vous êtes tout le temps en train de bouger votre œil. Donc là, quand vous me regardez, même si vous me regardez parfaitement fixement, votre œil est en train de vibrer à l'intérieur de son globe et fait des petits mouvements qu'on appelle les fixational eye movements. Je ne sais pas comment on appelle en français. Et alors là, il y a une façon de le voir vous-même. Donc fixez sur ce point noir, et quand je vous le dirai, vous sautez et vous fixez le point blanc. Mais vous devez fixer le point noir pendant 20 secondes. Donc allez-y, fixez-le. Pendant que vous fixez le point noir au centre, l'image va s'imprimer sur votre rétine. Et une fois que je vous autoriserai à déplacer votre regard et à fixer à ce moment-là le point blanc, l'image sera toujours imprimée sur votre rétine et ce que vous verrez, c'est l'image imprimée superposée à la vraie image. Donc allez-y maintenant, fixez le point blanc. Et normalement, ce que vous voyez, c'est l'image superposée qui bouge un petit peu. Okay, eh bien ça traduit les mouvements de votre œil. Okay, maintenant, vous me direz, bon, c'est pas très grave, les trucs bougent un peu, etc., big deal. Eh bien non, pas du tout. Si vous allez, quand vous allez chez l'opticien, et que vous avez une très très bonne vision, vous pouvez lire les lettres ici de cette taille qu'on appelle une vision 20/20, et ces lettres correspondent à l'image, si vous voulez, que les lettres envoient sur la rétine est telle qu'elle couvre uniquement quelques dizaines de récepteurs. Okay, donc c'est vraiment une image très très fine, très petite. Et si vous comparez la taille de cette image avec les mouvements de l'œil, les fixational eye movements, ce que vous voyez, c'est que les mouvements de l'œil sont 10 fois plus grands en fait que l'image que vous voyez. Donc vous avez une image qui est assise sur votre rétine, qui est très fine et qui bouge comme une malade, et vous la voyez très précisément. Okay, donc j'espère que vous voyez que c'est un peu... que vous êtes un peu bizarre après tout. Et alors en fait c'est encore pire que ça, parce que si vous arrivez à distinguer un F d'un P par exemple, okay, et le F et le P ne diffèrent que par 2 ou 3 photorécepteurs ici. Okay, il suffit juste de fermer le F. Et malgré ça, vous les voyez, malgré le fait que ces F et P sont en train de bouger comme des malades sur votre rétine. Et en fait, le problème est même encore plus profond parce que si vous arrêtez ces mouvements, vous devenez aveugle. Donc temporairement, bien sûr. Mais le premier chercheur qui l'a fait a paralysé son œil avec du curare et il voyait qu'il ne voyait plus rien. Mais ça vous arrive peut-être si vous passez une nuit dans les boîtes dont vous avez la pub Pascal. Et après vous rentrez chez vous et que vous êtes très fatigué et que vous vous allongez sur votre lit, vous avez la tête sur votre oreiller, vous ne bougez pas et vous regardez fixement, vous avez parfois l'impression que votre champ visuel se rétracte. Je vois que plein de gens ont fait l'expérience, tout le monde hoche la tête. Et alors ce qui se passe, c'est exactement ça qui se passe. Vos fixational eye movements deviennent très très faibles et les cellules périphériques qui ont des grands champs récepteurs, du coup, ne voient plus rien. Et donc votre champ visuel se rétracte plus vers la fovée. Bon. Donc, donc ça, je ne vais pas répondre à ces questions, mais les questions sont comment est-ce que le cerveau élimine ce mouvement, comment ça se fait que vous ne le voyez pas, pourquoi est-ce qu'on devient aveugle si on l'élimine, etc. Maintenant, en plus des petits mouvements, il y a les grands mouvements. Même quand vous tentez de me regarder fixement, vous êtes en fait en train de bouger vos yeux. Vous bougez vos yeux, vous saccadez 3 ou 4 fois par seconde. C'est pour ça que c'était dur de fixer ce point tout à l'heure. Et vous avez dû voir ce genre de croquis où on trace les mouvements de l'œil quand vous observez une statue comme ce buste de Nefertiti. Et donc là, on peut poser toute une série de questions. Comment ça se fait que chaque fois que, par exemple, je saute de vous à vous, comment ça se fait que je ne vois pas tout le monde bouger alors que mon œil va à une vitesse très très grande, okay, mais je vois un monde statique?
Par ailleurs, quand je saute d'une image à comme je saute comme ça toutes les 200-300 millisecondes, ce que je vois en réalité, c'est une séquence de photos. Okay, mais comment ça se fait alors que je vois un monde continu? Comment ça se fait que mon monde n'est pas très jittery? Ok. Bon, et alors, pour rendre tout ça encore plus pire, rien de tout ce que j'ai décrit n'est statique. Donc, tout le temps, vous êtes en train de vous réadapter à votre environnement. Donc, tous ces calculs se font, tout ce mouvement se fait, et en même temps, le système visuel est en train de se réadapter tout le temps. Donc, par exemple, si vous êtes dans une chambre obscure et j'allume d'un coup la lumière, vous serez complètement aveuglé, okay? Mais ça va durer que quelques secondes. Après quelques secondes, vous verrez normalement, et ça sera parce que votre champ récepteur se sera adapté, aura diminué la quantité de plus, si vous voulez, en faveur de la frange négative. Okay? Et donc, ce que vous devriez imaginer, c'est que ces champs récepteurs dans la rétine et dans le cerveau sont des champs récepteurs qui sont tout le temps en train de changer dynamiquement. Okay? Donc, vous voyez que même au niveau le plus bas, il se passe des choses très sophistiquées. Et donc, l'image qu'on doit avoir, ce n'est pas du tout une image d'une photocopieuse, c'est-à-dire du fait que la rétine ou même le cerveau primaire, visuel primaire, prennent une image et en fasse une copie et l'envoie au cerveau. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, elle fait vraiment une représentation assez sophistiquée de l'image. Donc c'est plutôt ce que ferait un peintre ou quelqu'un qui voudrait décrire une image. Et cette représentation est très dynamique et très fragmentée et doit être ensuite recomposée par le cerveau. Donc pourquoi est-ce que vous ne voyez pas tous les arbres comme étant les mêmes? Les toutes premières cellules, donc les cellules qui sont dans la rétine, ne détectent que les changements. Donc là, les cellules ganglionnaires répondent très bien à cette frontière, mais je vous ai dit, elles ne répondent quasiment pas ici. Donc comment ça se fait même qu'on le voit, ce mur blanc? Okay. Alors, je n'ai pas de réponse toute prête, mais probablement qu'il se passe plusieurs choses. D'abord, probablement qu'il y a des cellules, dans le cas du mur blanc, qui sont des cellules comment dire, whole field, enfin des cellules qui ont des champs récepteurs très, très grands et qui quand même conservent un petit peu d'informations sur le fait qu'il y a un mur blanc sans que cette information soit l'information dominante qui est envoyée au cerveau. D'autre part, il se peut que votre cerveau remplisse lui-même, okay, pour le cas du mur blanc. Et donc, il se peut que le cerveau lui-même reconstruise de façon active un certain nombre de choses. Maintenant, pour les arbres, je pense que c'est un peu différent, que c'est un peu plus simple, parce que les arbres, en effet, ce sont des images différentes. Et donc, on a quand même beaucoup de neurones, et on a quand même pas mal de neurones qui pourraient coder pour une forme d'arbre, un autre groupe de neurones qui coderait pour un autre arbre, mais vous auriez quand même des neurones un peu qui coderaient pour la catégorie. Donc là, on en vient exactement à ce type de questions que vous venez de poser. Et donc là quels sont les problèmes avec la vision le traitement visuel à plus haut niveau? Au début, j'ai commencé par dire, bon, bah, c'est très simple, vous prenez des petits morceaux de contours, des petites formes élémentaires, vous les groupez, ça fait une image. Mais ça, en soi, c'est quelque chose de très difficile. Par exemple, si je vous donne ça, c'est très difficile à identifier ce que c'est, mais si je vous mets ça à côté, vous voyez immédiatement que c'est un homme, n'est-ce pas? Donc simplement, le fait de grouper des traits n'est pas quelque chose de très facile. En plus, et ça, c'est un point que Georges a déjà relevé. Si moi, je vous regarde de près, de loin, si je vous ai de 3/4 de profil, je vous identifierai comme la même personne. Si je vois cette bouteille énorme ici ou toute petite loin, je l'identifierai comme la même bouteille. Donc, le système visuel respecte un certain nombre d'invariances. Okay, et en particulier, par exemple, quand j'ai cette bouteille très près, beaucoup de mes cellules rétiniennes sont impliquées dans la détection de la bouteille. Okay, et donc, il y a toute une population de cellules qui vont transmettre au cerveau le code de la bouteille. Et donc, maintenant, on n'en est plus à une question qui porte sur des cellules isolées, comme ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, mais ce sont des questions qui se posent sur une population de cellules et comment une population de cellules code pour un certain élément visuel de concert, c'est-à-dire de façon orchestrale, vraiment. Ensuite, il y a, au-delà de la question des invariances, il y a comment est-ce qu'on reconnaît un objet, donc ça c'est un petit peu votre question, et comment est-ce qu'on passe d'un objet à une forme d'abstraction, non pas l'objet, mais la catégorie d'objet. Okay, et là, vous me direz, mais ce n'est pas visuel, c'est quelque chose de purement cognitif, mais en fait, ça a une composante visuelle importante parce que ces catégories changent avec le temps. Alors, je vous donne rapidement ce petit exemple. C'est une expérience qui a été faite où on vous montre des photos, et on vous montre des photos
petit sous-ensemble de ces photos, on les définit comme étant des amis, et les autres ne sont pas des amis, sont des inconnus. Et ensuite, on vous montre des photos en séquence. Donc, on vous montre une photo, après on la masque avec un truc un peu merdique. Après, on vous montre une autre photo, on la remasque, et ainsi de suite. Mais après chaque présentation de la photo, on vous demande est-ce que c'est un ami ou pas. Okay, et donc, vous dites oui ou non. Mais ce que fait sournoisement l'expérimentateur sans que vous le sachiez, c'est que pendant l'expérience, il va morpher un type qui était un ami en quelque chose de tout à fait différent, de façon un peu continue comme ça. Et donc, quelqu'un que vous reconnaissiez comme étant un ami au début pourra devenir un non-ami, ou ça, je ne sais pas, peut-être qu'il restera toujours un ami, mais enfin, quelqu'un de tout à fait nouveau que vous ne connaissiez ni d'Ève ni d'Adam, vous allez le reconnaître comme étant un ami. Et il y a un roman, je crois, de Daniel Pennac, où il y a un empereur qui avait très peur de se faire zigouiller, et donc il prend un sosie, et il met le sosie à sa place, et le sosie prend un sosie, et ainsi de suite, et après 15 ou 20 sosies, le sosie ne ressemble plus du tout à l'empereur du début, mais tout le monde le reconnaît comme étant l'empereur, et un jour, l'empereur se promène dans la rue et se fait zigouiller parce que personne ne le reconnaît comme étant l'empereur. Donc, c'est tout à fait cette expérience. Donc, la catégorisation change d'après l'expérience visuelle. Donc là, vous devez vous concentrer, parce que c'est un truc sur l'attention, donc soyez attentifs. C'est un test sur l'attention visuelle. Donc, vous devez compter le nombre de passes que l'équipe en blanc a fait avec la balle. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Et alors, finalement, il y a quelque chose d'assez que j'arrive difficilement à classer parce que tout, en fait, subit l'influence de la dynamique interne. Donc, j'appelle ça un peu vaguement la dynamique interne, mais c'est un petit peu ce qu'on ne peut pas contrôler. Et un exemple, de nouveau, que M. Lenné vous a montré dans le cours, c'est ces expériences de perceptive, bistabilité perceptive, où là, par exemple, vous voyez une vieille dame avec sa bouche, son menton, son nez, mais vous pouvez aussi voir une jeune dame avec ses cheveux, ses cils, son nez et son menton ici. Et vous ne pouvez pas voir les deux images en même temps, n'est-ce pas? Et si je montre ce stimulus à l'œil gauche et ce stimulus à l'œil droit, vous n'allez pas voir une superposition des deux, mais vous allez voir l'un ou l'autre. Et ça va changer de façon très aléatoire. Donc pendant un moment, vous allez voir celui-là, pendant un moment, vous allez voir celui-là, et ça va aller de l'un à l'autre de façon assez aléatoire sans que vous puissiez vraiment le contrôler vous-même. Et donc on pense que c'est dû à des phénomènes d'adaptation. Quand vous voyez un percept, vous y adaptez, mais c'est aussi dû à certains changements aléatoires qui se produisent dans le cerveau et qui vont venir. Je vais juste terminer avec 2 ou 3 transparents, avec un exemple particulier où il y a des mesures de l'activité cérébrale, et c'est un exemple qui mélange un petit peu ces idées d'influence du contexte et de l'attente, et aussi de la reconnaissance d'un objet. Donc, c'est un exemple que vous avez déjà vu de nouveau dans le cours de M. Lenné, qui est ce fameux triangle de Kanitsa. Donc, là, vous avez juste 3 Pac-Man et des traits noirs. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est un triangle blanc posé sur le reste. Et de même, vous avez des boules noires avec des espèces de traits blancs, mais ce que vous voyez, c'est un cube. Donc, vous voyez vraiment le cube. Et je vais me concentrer sur une variante de cet objet, qui est une variante du triangle Kanitsa, qui est ce carré. Donc, soit vous avez un vrai carré ici, soit vous avez ce carré virtuel qui est juste formé de ces 4 Pac-Man, soit vous avez ce carré que les auteurs appellent ici amodal. Donc la différence entre ces deux, c'est juste que vous avez ajouté ces traits, là, sur les coins, ces traits noirs. Mais en général, beaucoup de gens l'interprètent comme étant une feuille avec 4 trous qui est posée sur un carré gris, qui est lui-même posé sur un fond noir. OK? Et
Et sinon, alors oubliez D et E, oubliez ces deux, et sinon vous avez des exemples où vous ne voyez plus vraiment le carré parce que les coins ont été tournés, les coins des Pac-Man. Okay, et donc, là, quand vous voyez ce carré, qu'est-ce qu'on se dirait naïvement quand on regarde ça? On se dirait, ben oui, naïvement, ce qui se passe, c'est que l'information visuelle est envoyée quelque part dans mon cerveau, et il y a un petit monsieur dans mon cerveau qui me dit, ben c'est un carré. D'accord? Et en particulier, on penserait que dans V1, donc dans le cortex visuel primaire, il n'y aurait pas de signature de ce carré. Pourquoi? Ben, très simplement parce que les champs récepteurs sont très petits. Et donc si j'ai une cellule qui couvre uniquement cette partie de l'espace, elle est assise à un endroit où il n'y a aucune structure spatiale, et donc elle répondrait tout simplement pas. D'accord? Eh bien, ce que ces gens ont fait, c'est de mesurer la réponse dans le de cellules dans le cortex visuel primaire à ces différents stimuli. Et en particulier, ils comparent un vrai carré, donc ça c'est le stimulus, le trait bleu, le carré virtuel c'est le trait rouge, le carré amodal c'est le trait noir ici, et les autres c'est le reste. Okay, et là ils mesurent en fonction de la position de la cellule, donc la position du champ récepteur, ils mesurent la réponse. Et vous voyez que le truc virtuel, le carré virtuel, il y a une réponse dans la cellule, bien que la cellule ne voit en réalité rien, pile, il y a une réponse exactement là où elle devrait être. Okay, et si je représente en fonction du temps, ce que je vois, c'est que si je montre un vrai carré, il y a une réponse assez rapidement et assez grande, mais si je montre un carré virtuel, il y a une réponse qui est moins grande et qui est un peu plus tard dans le temps, mais qui est une réponse très claire. C'est très très surprenant ça, si vous voulez, dans un endroit du cerveau qui est excessivement élémentaire, où il n'y a a priori aucune interprétation cognitive qui se passe, et où même la cellule est tellement petite et elle couvre tellement rien qu'elle ne devrait absolument rien voir, et ben on a une réponse, bien sûr, qui est plus faible que la réponse à un vrai carré, mais qui ressemble beaucoup à la réponse à un vrai carré. Simplement, elle est un peu retardée dans le temps, okay, la ligne rouge par rapport à la ligne noire. Okay, et ben, une façon d'interpréter ou d'expliquer, je ne sais pas si c'est correct, je ne sais pas si on le sait, d'ailleurs je ne pense pas qu'on le sache, mais une façon d'imaginer ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est supposer que dans V1, donc dans le cortex visuel primaire, il y a des cellules qui ont des champs récepteurs très petits, mais il y en a beaucoup donc, qui recouvrent tout l'espace, et elles vont envoyer l'information ou leur réponse à des cellules avec des champs récepteurs plus grands dans V2, donc qui vont grouper les réponses de beaucoup de cellules dans V1. V2, c'est l'étape d'après dans le cortex. Okay, et bien là, vous aurez déjà dans V2 une signature du fait qu'il y a un trait, parce qu'il y aura en effet un bout de trait ici et ici. Et ensuite, si V2 renvoie de l'information à V1, donc si ça va dans l'autre sens, okay, un petit peu comme la conjecture de Pascal, où le cerveau envoie vers la cochlée des afférents, et ben vous aurez ces cellules de V1 qui seront un peu alertées, si vous voulez, par l'étape d'en dessus, qui leur dira « Attention, il y a peut-être un trait ici ». Et donc, elles vont un petit peu répondre. Okay, et donc, peut-être que l'image qu'on doit avoir, ce n'est pas forcément une image où simplement l'information va de l'extérieur vers l'intérieur ici et hop, est dispersée dans tout le cerveau, mais une image vraiment où le cerveau lui-même est constamment en train de renvoyer de l'information des stages plus élevés vers les stages plus bas. Et ça, c'est tout à fait plausible parce qu'en effet, si on mesure la quantité de connexion qui va du thalamus à V1 par rapport aux connexions qui vont de l'avant du cerveau à V1, on voit que celles qui vont de l'avant du cerveau vers V1, en fait, en termes de nombre, sont dominantes. Donc, il y en a plus qui va de haut vers le bas que de bas vers le haut. Déjà aussi tôt que V1, ce qui est assez fou. Donc pour conclure, peut-être, et ça c'est vraiment juste une idée, une conjecture, ça n'a très peu de base, c'est juste une suggestion, peut-être que la vision est quelque chose de très récurrent avec beaucoup de cycles, si vous voulez, où au cours du temps, l'information est transférée dans des stages de plus en plus avancés dans le cerveau, de plus en plus spécialisés, mais en même temps, à chaque stage, l'information est renvoyée vers les stages plus élémentaires du cerveau et, si vous voulez, au cours du temps, affine la détection, même dans les stages les plus élémentaires. Et donc, comme vous voyez, j'ai vraiment répondu à rien dans cette deuxième partie, mais j'ai posé quelques questions. Et si, en effet, la situation est une situation comme ça récurrente, c'est une situation extrêmement compliquée et extrêmement intéressante. Voilà.